Une cinquième saison de la Biennale d'Aix aura rassemblé plus de 250 projets. Elle se clôturera par la performance du studio Roosgaard, Spark le bal des Lucioles, mercredi 21 décembre au Grand Théâtre de Provence. Et nous accueillons Stéphanie Leloir pour nous en parler. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Une biennale est généralement consacrée à l'art contemporain, mais aussi à d'autres formes de création. Pourriez-vous nous présenter celle d'Aix qui se déroule dans plusieurs centres culturels de la ville? Oui, c'est une biennale particulière puisque c'est une, biennale pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on traverse à la fois le théâtre, la danse, la musique, les expositions, l'art contemporain et qui est co-construite avec, 80 partenaires, à la fois sur la ville et puis sur le territoire, par exemple, des partenaires de Marseille. Donc c'est vraiment un projet, que l'on développe en plus, sur toute l'année, donc ce qui fait aussi sa particularité puisque ce projet se déroule sur les 4 saisons et là, cette, saison hiver a lieu en ce moment jusqu'au 21 décembre, en effet. Cette biennale fait la part belle aux maisons créatives, proposer des lieux où les gens vont, des lieux où ils sont. L'art s'immisce donc dans notre quotidien le plus banal. Oui, nous avions vraiment envie d'aller, près des gens, d'aller à la rencontre, des habitants. Donc des centres sociaux, des maisons de quartier, des bibliothèques de proximité sont partenaires, du projet des maisons créatives. Nous y étions par exemple ce week-end avec à la fois, des lectures, des concerts. Pauline Courtin, soprano qui a ravi le public et puis également avec une danseuse, Clara Higueras et ses 2 acolytes, musiciennes et chanteuses, au Petit Duc. C'est un projet, un spectacle magnifique de flamenco. Donc on avait vraiment envie dans le cadre de ce projet d'associer à la fois des grands événements, dans l'espace public ou dans des lieux repérés, mais aussi d'aller dans des lieux qui sont moins connus, mais qui sont fréquentés au quotidien par leur public, par leurs usagers. Vous parliez de concerts. Ce mercredi 21 décembre, le public se verra proposer des rendez-vous d'un genre nouveau, tests acoustiques et littéraires, concerts littéraires. Qu'est-ce donc C'est un projet qui naît avec, la Biennale d'art et de culture, la Maison internationale des écritures contemporaines, qui est portée par, Rosanne Lebris et donc là, ce sont les premiers rendez-vous, les 20 et 21 décembre avec, au sein de la Cité du livre, avec à la fois des performances, des ateliers, siestes littéraires et puis 2 rendez-vous en soirée qui vont être assez, je pense, remarqués à la fois avec, Karenan et Irène Jacob qui propose une lecture, littéraire, musicale et puis également un deuxième rendez-vous le 21 décembre qui sera le résultat d'une création d'une résidence avec, Laure-Marie Ferdan et puis Nicolas et puis par exemple pardon, Gaspard Claus, musicien qui seront présents tout au long de la semaine, qui travailleront sur leur projet et nous finirons par Spark. le 16 décembre se déroulera la remise du prix de la poésie 2022. Quelle est la place de la poésie aujourd'hui dans un monde où le digital prend une place prépondérante? Bah, il a été important au sein de cette biennale d'art et de culture, puisque différentes associations, proposent des temps à la fois d'ateliers, de lecture, de voilà, de lecture de poètes d'aujourd'hui. Donc, la poésie aujourd'hui, elle est présente sous différentes formes, hein, notamment aussi à travers le slam, qui est peut-être plus pratiqué par les jeunes et nous souhaitons vraiment, la mettre en avant, la valoriser et puis, aussi en effet l'adapter, l'imaginer pour différents publics et notamment pour la jeunesse. Cette soirée de clôture d'une cinquième saison nous fera aussi découvrir un feu d'artifice plus respectueux de l'environnement. Quelle est la différence avec un feu d'artifice classique? Bien, ce ne sont pas du tout les mêmes méthodes, puisque là, c'est un feu d'artifice, nouvelle génération, respectueux en effet de l'environnement. C'est lié aux matières, utilisées, à la technologie utilisée. Ce seront des bulles qui seront, envoyées, dans le ciel, dans la nuit et qui seront illuminées. Donc on n'est pas du tout dans l'artifice, et dans les procédés habituels et classiques des feux d'artifice. Et ce sera vraiment magique. Ça va être un moment, poétique, une pluie, de lucioles. Nous l'avons nommé le bal des lucioles, puisque le public, sera plongé dans un univers assez féerique, pendant, 3 heures. Enfin pour ce on ne demande pas aux gens de rester pendant 3 heures, mais en tout cas, c'est de 18h30 à 21h30. On est le 21 décembre, il fera un peu frais, mais ce sera magique. On pourra regarder le ciel et ses étoiles et c'est un accès libre.
avec une empreinte carbone beaucoup plus faible. Oui, 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 tout à fait, puisque ce sont donc, des procédés. Le studio Roosgaard qui propose et qui a créé cette installation est vraiment à la croisée des sciences, de l'environnement et des questions artistiques. Donc c'est très important, pour eux, dans leur méthode de création et donc c'est un projet que nous accueillons avec le Grand Théâtre de Provence, l'Office de tourisme et la ville d'Aix, sur une proposition de l'association Seconde Nature. La quête de sens dans cette société post-Covid se lit aussi dans les parcours d'exposition proposés. Projets de recherche autour du son des aurores boréales, mais aussi des liens entre art contemporain et sciences du cosmos. Oui, il y a des croisements bien sûr et c'était aussi la thématique de Chronique, la Biennale des imaginaires numériques, portée par Seconde Nature et Zinc. Donc ces 2 associations, hein, qui programment cette biennale et qui proposent tout un parcours d'exposition. Et là, la thématique cette année, c'est la nuit. Donc il y a eu des parcours nocturnes et maintenant, le public peut vraiment découvrir l'exposition à la fois à Aix et à Marseille jusqu'au 23 janvier 2023 et là, donc on voit à quel point, les questions environnementales, de développement durable, de nature, des éléments naturels sont des préoccupations des artistes d'aujourd'hui, à la fois en tant que sujet ou matériaux et donc c'est vraiment, on le ressent de plus en plus, c'est vraiment un sujet pour les artistes d'aujourd'hui. Cette biennale accorde aussi une part importante à l'univers des tout petits. Quel est donc ce voyage inversé de l'enfance jusqu'à la vie in utero proposé aux maternelles? Oui, c'est un spectacle, proposé par l'association, Tous en son, donc qui est une association qui développe une programmation pour les petits, une programmation musicale exigeante et donc ce concert, a lieu au Sismic et c'est important de pouvoir, faire des propositions artistiques, de qualité, dès le plus jeune âge. Donc là, c'est une invitation à la découverte et à un univers, sensoriel qui, touchera à la fois les tout petits et aussi les plus grands, hein. On a tous été petits à un certain moment. Le jeune public se verra aussi appelé à remettre en question ses habitudes par le biais du théâtre. Je fais référence à la pièce intitulée Dimanche des compagnies Focus et Chaliwaté. Pourriez-vous nous en dire plus? Bah, je n'ai pas eu la chance pour l'instant de voir ce spectacle, puisque c'est un spectacle qui est proposé par le Théâtre du Jeu de Paume et le Grand Théâtre de Provence. Donc c'est un spectacle jeune public qui est aussi lié à des questions environnementales et ça fait partie du projet de la Biennale d'art et de culture d'Aix-en-Provence, d'aussi de mettre en valeur, certains spectacles ou expositions, qui ont été programmés par, les différents lieux partenaires. Donc là, nous en concertation, en dialogue avec le Théâtre du Jeu de Paume, nous avions envie de mettre en avant sur cette période de Noël, ce spectacle jeune public, qui est très inventif, très créatif et qui amènera les jeunes, le jeune public ailleurs. Merci beaucoup Stéphanie pour cette interview. Je mentionne le site une cinquième saison.fr, cinquième en chiffres. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Jusqu'au 28 février, la galerie d'art aixoise La Non-Maison accueille l'exposition d'Alain Weinstein. Homme de radio, lauréat de nombreux prix littéraires, dont le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 2003, il se consacre désormais exclusivement à la peinture. Alain Weinstein, bonjour. Dans votre échange avec Michel Cohen, directrice de La Non-Maison, on perçoit que la nuit est source d'inspiration pour vous. Peignez-vous la nuit? Le rêve est-il source d'inspiration? Le rêve, non. Le rêve est source d'angoisse. C'est généralement lorsque je suis confronté à un problème que j'arrive pas à résoudre le jour, en peignant, que je n'arrête pas d'y penser la nuit et de rêver des solutions. Mais généralement, les solutions dont on rêve ne sont pas celles qu'on va adopter dans la réalité. Je peins pas la nuit parce que j'ai besoin de lumière. Donc c'est le jour et principalement le matin que je fais le travail le plus sérieux. Ça veut pas dire que après je fais plus rien jusqu'à la nuit, non. Je continue à travailler, mais je fais d'autres choses.
je lis, j'écris aussi, parce que ça m'arrive encore de rechuter dans l'écriture. Mais je fais des travaux de peinture qui ne demandent pas une grande attention de l'esprit. Par exemple, peindre un fond monochrome, ou des choses comme ça, sont des travaux qui ressemblent beaucoup aux travaux des peintres en bâtiment. La légende de l'une de vos œuvres, intitulée « Peut-être un arbre », interpelle. Est-ce une volonté clairement exprimée de laisser le spectateur donner libre cours à son interprétation, ou cette dimension énigmatique est-elle propre à l'artiste que vous êtes ? C'est vrai que le spectateur, le regardeur, celui qui vient voir le travail qu'on a fait, a tout de même le dernier mot, puisque c'est lui qui est en charge de la partie la plus difficile, qui est l'interprétation. Moi, en tant qu'artiste, je ne fais que des propositions. Et ces propositions, libre à chacun de les interpréter comme il veut. C'est pas mon souci. Ce que je veux, c'est que il y ait le maximum de propositions possibles, que la peinture soit une force de proposition. Voilà. Pour ceux qui ensuite voudront la voir ou vivre avec. Lorsqu'on met une peinture sur ses murs, on vit avec autant qu'avec un animal de compagnie. Donc voilà, je travaille dans ce but-là. Donc si énigme il y a, c'est pas à moi de la résoudre. Cette toile donne aux visiteurs l'impression d'être devant un arbre éclairé par des lucioles. Qu'en est-il réellement ? Oui, là, vous faites allusion à une toile qui est dans l'exposition, qui est la plus grande de l'exposition, mais qui ne fait que 40 cm sur 50, et qui est une toile qui date déjà de quelques années. C'est au départ un arbre. Je ne peux pas vous le cacher. Ça correspond à une période où je travaillais à partir de ce que j'avais sous les yeux, ou sous la main. Sous la main dans l'atelier, sous les yeux quand je regardais le jardin par la fenêtre. La vie du jardin, les mouvements dans le jardin. Et j'essayais toujours d'être au bord de ces mouvements. Ce qui fait que l'arbre échappe un peu à l'arbre. C'est ce qu'on voit dans la toile qui est ici, c'est un arbre. Bon, on se dit, bon, c'est un arbre, c'est sûrement un arbre. Mais en même temps, c'est un arbre qui ne ressemble pas tout à fait à un arbre. Il y a comme une espèce de décalage, d'écart entre la représentation que chacun se fait de l'arbre et ce qu'on a sous les yeux. Ben, je ne vous cacherai pas que c'est cet écart qui m'intéresse, quoi. Je travaille ces écarts qui quelquefois sont tellement des écarts que ils deviennent des abîmes. Et là, dans l'abîme, tout peut arriver. Même le malheur. Le malheur d'une toile qui ne ressemble plus à rien et qu'il va falloir abandonner. Présentez-nous vos autres œuvres exposées dans cette galerie. Ah ben oui, il y en a pas mal. Hein. Le parti pris avec Michel Cohen, qui est la directrice de la Non-Maison, c'est des petites choses. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut voir ici, c'est petit. C'est des petites gouaches qui sont à peu près du format d'une carte postale. Ce sont des petits pastels
un peu plus grands, et des petites toiles qui sont vraiment ce qu'il y a de plus petit dans le commerce. Des toiles peintes à l'huile. C'était les débuts du peintre que j'étais devenu dans cette technique de la peinture à l'huile que je connaissais pas du tout. Donc, parce que je faisais un peu d'acrylique, mais l'huile, c'était plus compliqué, ça posait des problèmes que je n'avais pas encore la formation nécessaire pour résoudre. Et ces petites toiles m'ont amené progressivement vers la maîtrise de la technique, de cette technique-là. Et maintenant, je vous cacherai pas que je fais plus de petites toiles, je fais des grandes toiles. Uniquement des grandes toiles, même maintenant. Votre parcours pluriel d'écrivain et d'animateur radio a-t-il nourri vos inspirations de peintre ? Bon, forcément, parce qu'on n'est pas divisé, on n'est pas plusieurs, on n'est pas caméléon non plus. Donc on est forcément un individu qui en recouvre plusieurs. Qui vont être tantôt un écrivain, tantôt un peintre, tantôt autre chose, mais c'est toujours les mêmes obsessions, la même sensibilité, les mêmes angoisses qui s'expriment différemment, avec des moyens différents. Quand je faisais de la radio, et j'en ai fait pendant un certain temps quand même, je posais à mes invités, qui étaient le plus souvent des écrivains, des questions qui reflétaient mes propres interrogations en tant qu'écrivain. Vous voyez, c'est ce qui a fait un peu la spécificité de mes entretiens, c'est que c'était pas du journalisme. On parlait vraiment des choses vraies, des choses vécues par ceux et celles qui s'essayent à l'écriture. Vous trouvez votre atelier trop petit. Êtes-vous un artiste frustré ? C'est vrai qu'un atelier petit, ça empêche de faire beaucoup de choses, notamment des grandes choses, des grands formats. Donc je suis condamné, comme la plupart des gens qui sont dans ma situation, je suis condamné à faire des grands tableaux avec des petits tableaux, c'est-à-dire des polyptyques ou des triptyques, vous voyez, de mettre ensemble toutes sortes de formats de toiles. Il m'arrive même de faire des grands tableaux composés de petites toiles. Une cinquantaine, une soixantaine de petites toiles qui forment un seul tableau, au bout du compte. Voilà. Mais je me console, à propos de frustration, en me disant que l'atelier de Giacometti, rue Hippolyte Mindron, était encore plus petit que le mien. Il faisait, je crois, 35 mètres carrés, mais il était à la fois atelier et lieu de vie, puisque c'est là qu'il dormait. On peut en voir d'ailleurs une reconstitution à l'Institut Giacometti à Paris. Et c'est vraiment minuscule. Bon, alors évidemment, mais Giacometti ne faisait pas de grandes toiles, mais il faisait des toiles moyennes ou petites, mais les sculptures, il était obligé de les faire dans la cour, parce que dans l'atelier, il n'avait pas la place. Voilà. Donc si Giacometti s'est accommodé d'un petit atelier, pourquoi pas moi ? Vous parlez de la peinture comme d'une addiction. La peinture peut-elle aider à combler un manque ? Certainement, parce que l'addiction, dans la mesure où quand vous commencez, vous ne pouvez plus arrêter. Vous avez à peine terminé une peinture et vous ne pensez qu'à commencer une autre, à reprendre les choses là où vous pensez que vous vous êtes trompé, donc à refaire la peinture, mais différemment, un nombre incalculable de fois. Vous ne pensez plus qu'à ça.
Vous ne pensez plus qu'à votre travail. Et même que le fumeur ne pense qu'à sa prochaine cigarette. C'est pareil. Et de temps en temps, vous vous dites, je vais arrêter, c'est pas possible. Ça rime à rien, ce genre d'addiction. Mais vous pouvez plus vivre. Il vous manque quelque chose de terrible. Il vous manque l'essentiel. Ce qui vous donne une raison de vivre, justement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous rechutez. Vous reprenez la peinture. Voilà, c'est comme ça, et indéfiniment. Vous avez affirmé il y avait trop d'art dans la peinture et pas assez de vérité. L'art est certes intrinsèquement subjectif, mais pensez-vous qu'il puisse conduire dans l'erreur? Attendez, je vais reprendre. Vous avez affirmé il y avait trop d'art dans la peinture et pas assez de vérité. L'art est certes intrinsèquement subjectif, mais pensez-vous qu'il puisse conduire dans l'erreur? Oui, mais enfin bon, ça c'est... Mon gros problème en tant qu'artiste, c'est de ne pas faire d'art, quoi. Ne pas faire trop d'art, mais d'être au plus près d'une vérité que votre pratique artistique vous permet d'approcher, pas toujours d'atteindre, en tout cas d'approcher. L'art, c'est-à-dire des choses jolies, belles, seulement belles, décoratives, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui reflète une vérité que vous pouvez faire partager à d'autres. Voilà. Si on fait pas partager, si on transmet pas quelque chose, on travaille en vain. Merci beaucoup Alain Weinstein pour cette interview très enrichissante. Je mentionne votre site https://www.alainweinstein.com.